Le café de Madison Avenue respirait la réussite. C'était le genre d'endroit où l'on parlait affaires à voix basse, où les premières rencontres se jouaient autour d'un espresso parfaitement dosé, où chaque détail semblait conçu pour donner l'illusion que tout, dans la vie, pouvait être maîtrisé. La lumière naturelle traversait de larges baies vitrées, glissant sur les tables en bois clair et les fauteuils confortables, invitant à des conversations élégantes et sans aspérité. Nathaniel Grant était assis dans un coin, le dos droit, la mâchoire légèrement crispée. Il consulta sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. 36 ans, costume bleu nuit taillé au millimètre, allure irréprochable. En tant que PDG de Grand Financial Group, il n'était pas habitué à attendre. Les gens arrivaient à l'heure quand ils avaient rendez-vous avec lui. Cette rencontre arrangée ne faisait pas exception à ses attentes. L'idée même d'un rendez-vous l'irritait encore. 2 ans plus tôt, son mariage s'était effondré, laissant derrière lui une méfiance profonde. Trop souvent, il avait vu l'intérêt briller dans les yeux avant même la curiosité. Son assistante avait insisté. « Elle est différente », avait-elle dit. Une mère célibataire, institutrice. Quelqu'un qui connaissait les responsabilités, les sacrifices. Quelqu'un qui ne serait peut-être pas impressionné par son compte en banque. Il restait sceptique. Les vies compliquées n'étaient pas toujours compatibles. Il fit défiler ses emails, déjà prêt à classer cette tentative dans la catégorie des expériences inutiles, lorsqu'une petite voix interrompit le bourdonnement feutré du café. « Excusez-moi, vous êtes bien, monsieur Nathan ?» Il leva les yeux. Devant lui se tenait une fillette d'à peine 4 ans, blonde, les cheveux attachés en couette un peu défaite, une robe rose froissée comme si la journée avait été longue. Ses chaussures étaient usées et un sac à dos trop grand glissait presque de son épaule. Nathaniel cligna des yeux, déstabilisé. « Je m'appelle Nathaniel », répondit-il doucement. « Mais je crois que tu te trompes de personne, ma petite. » La fillette grimpa sur la banquette en face de lui, avec un sérieux désarmant, posa son sac sur la table et le regarda droit dans les yeux. « Je m'appelle Emma. Emma Walsh. Ma maman devait vous rencontrer aujourd'hui, mais elle est très malade, alors je suis venu à sa place. » À cet instant précis, quelque chose se fissura dans l'ordre parfait du monde de Nathaniel Grant. Nathaniel resta immobile, comme si le temps venait de se froisser devant lui. Il observa la fillette plus attentivement. Elle ne souriait pas, elle n'avait pas l'air de jouer. Il y avait dans sa posture une détermination maladroite, celle des enfants qui se sentent investis d'une mission trop grande pour eux. Elle ouvrit son sac et en sortit une tablette aux coins abîmés, qu'elle posa fièrement sur la table. « J'ai l'adresse ici », expliqua-t-elle en faisant glisser l'écran vers lui. « C'est vous qui l'avez envoyée à maman. Elle était très contente. Elle avait même choisi une robe. Mais ce matin, elle avait de la fièvre et elle vomissait. Madame Martinez a dit qu'elle ne devait pas sortir. Alors je suis venu. » Les mots s'enchaînaient simplement, sans drame, et c'était précisément ce qui glaça Nathaniel. « Tu es venue toute seule ?» demanda-t-il, la voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Emma hocha la tête. « J'ai pris le bus. Je sais lequel va jusqu'ici. Maman me l'a montré plein de fois. » Un mélange d'inquiétude et de stupeur lui serra la poitrine. Cet enfant avait traversé la ville seul pour délivrer un message. Pas pour demander de l'aide, pas pour mendier, pour éviter qu'un inconnu pense que sa mère l'avait ignoré. « Emma, est-ce que ta maman sait que tu es ici ?» La fillette baissa les yeux. « Non, elle dormait à cause du médicament. Mais je ne voulais pas que vous attendiez pour rien. Maman est très triste depuis que papa est parti. Elle travaille beaucoup, elle n'a pas d'amis pour sortir. Quand elle a reçu votre message, elle a souri. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps. » Nathaniel sentit quelque chose se nouer en lui. Cet enfant portait sur ses épaules une responsabilité qui n'était pas la sienne. Il inspira profondément. « Je ne suis pas fâché, » dit-il avec douceur. « Mais ce que tu as fait est très dangereux. Tu aurais pu te perdre. On doit te ramener chez toi, d'accord ?» Emma le regarda, les yeux humides. « Vous n'êtes pas en colère ?»« Non, je suis inquiet et impressionné, mais surtout inquiet. » Il sortit son téléphone et appela son chauffeur. Pendant qu'ils attendaient, il commanda un chocolat chaud et une viennoiserie pour Emma. Elle les accepta avec une gratitude silencieuse, comme si ces petites douceurs étaient rares. Nathaniel la regarda boire et comprit que cette histoire n'était pas un simple malentendu, c'était le premier signal d'une vie tenue par des fils trop fragiles.
Quand la voiture arriva, il posa doucement une main sur l'épaule d'Emma. « On va voir ta maman maintenant. » Et en prononçant ces mots, il ignorait encore que derrière cette porte l'attendait une vérité bien plus difficile à regarder que tout ce qu'il avait connu jusque-là. L'immeuble se dressait au bout d'une rue plus grise, loin des vitrines brillantes de Madison Avenue. La peinture s'écaillait par endroits, mais le hall était propre, entretenu par une attention discrète, presque obstinée. Nathaniel sentit le contraste lui serrer la gorge. Emma marchait devant lui avec assurance, sortant une clé de son sac comme si ce geste faisait partie de son quotidien. Au 3e étage, la porte s'ouvrit sur un petit appartement silencieux. « Maman, je suis rentrée », annonça Emma d'une voix claire. Quelques secondes plus tard, une femme apparut dans l'embrasure de la chambre. Elle était pâle, les traits tirés, vêtue d'un vieux t-shirt et d'un pantalon de survêtement. Sa beauté était intacte, mais épuisée, comme recouverte d'un voile de fièvre. « Emma ?» Sa voix tremblait. « Où étais-tu passée ?» Puis son regard se posa sur Nathaniel et la panique remplaça la fatigue. « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici avec ma fille ?» Emma s'avança aussitôt. « Maman, c'est monsieur Nathan, celui que tu devais rencontrer. Je suis allée lui dire que tu étais malade pour qu'il ne pense pas que tu t'en fichais. » Le visage de la femme se vida de toute couleur. « Tu es allée là-bas toute seule ?» Sa voix monta, puis se brisa. « Emma, c'était dangereux. J'ai cru que... » Elle chancela. Nathaniel s'avança instinctivement pour la soutenir. « Asseyez-vous, » dit-il doucement, « vous êtes trop faible. » Elle résista un instant, par réflexe, par fierté, puis se laissa tomber sur le canapé. L'appartement était modeste, mais rangé avec soin. Des dessins d'enfants couvraient un mur, le réfrigérateur, entrouvert, laissait entrevoir peu de choses, trop peu. Nathaniel comprit sans qu'on ait besoin de le lui dire. « Je suis désolée, murmura-t-elle, honteuse. Ce n'est pas ainsi que je voulais que vous découvriez ma vie. » Elle toussa, puis ajouta. « Je fais des ménages de nuit, je nettoie des bureaux, des cafés. J'ai été malade ce matin et je me suis endormie. » Emma se mit à pleurer. « Je voulais juste t'aider. Je ne voulais pas que tu rates ta chance d'être heureuse. » La femme la serra contre elle malgré la colère et la peur. « Ma chérie, ta sécurité passe avant tout, toujours. » Nathaniel resta debout, silencieux. Il n'était plus un PDG en rendez-vous. Il était un homme face à une mère épuisée et à une enfant qui portait trop d'amour pour son âge. Et à cet instant précis, il sut qu'il ne repartirait pas sans agir, mais pas de la manière facile ou condescendante. Il fallait faire autrement. Nathaniel posa lentement son manteau sur le dossier d'une chaise, comme s'il venait de prendre une décision silencieuse. Il se dirigea vers la petite cuisine sans demander la permission, non par arrogance, mais parce que l'urgence ne laissait plus de place aux formules. Les placards étaient presque vides. Quelques boîtes de soupe, du pain rassis, des œufs, rien de superflu. Rien pour une fièvre qui brûlait encore le corps de Rebecca. Il fit chauffer une soupe, grilla le pain, apporta un verre d'eau fraîche et retrouva un flacon de médicaments dans la salle de bain. Lorsqu'il revint, Rebecca le regarda comme on regarde quelqu'un qui franchit une frontière invisible. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il calmement, « mais je le fais quand même. » Elle mangea lentement, épuisée, pendant qu'Emma restait collée contre elle, rassurée par cette présence inattendue. Nathaniel s'assit en face d'elle, observant sans juger. Il demanda peu, écouta beaucoup. Rebecca parla enfin, de son ex-mari parti sans se retourner. Des nuits à frotter des sols pendant que sa fille dormait chez une voisine, des factures en retard, du propriétaire qui menaçait, et de cette peur constante, tomber malade, parce que tomber malade signifiait tout perdre. Elle s'interrompit, les yeux brillants. « Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas être une charge. » Nathaniel hocha la tête. « Je ne vous propose pas de l'argent, je vous propose du temps, un peu d'air, une chance de respirer sans avoir peur demain matin. » Il parla alors de lui, de son divorce, de la méfiance qu'il avait développée envers le monde, de la manière dont il avait appris à se protéger en fermant son cœur. « Et puis votre fille est entrée dans ma vie aujourd'hui, » dit-il doucement. « Elle m'a rappelé que parfois, le courage, c'est juste dire la vérité quand on a peur. » Rebecca détourna le regard, émue. Il poursuivit. « Je peux vous aider à trouver un emploi plus stable, un nettoyage de jour
déclaré, avec des horaires compatibles avec Emma. Je peux aussi vous avancer le loyer en retard, sans dette, sans contrat humiliant. Pas comme un sauveur, comme quelqu'un qui tend la main. Le silence s'étira. Rebecca inspira profondément. Accepter n'était pas facile, mais refuser signifiait continuer à tomber. Elle releva enfin les yeux. « D'accord, dit-elle d'une voix brisée, mais une seule condition, que je puisse un jour aider quelqu'un d'autre comme vous le faites aujourd'hui. » Nathaniel sourit. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Une semaine plus tard, l'appartement n'avait pas changé, mais l'air y était différent. Rebecca allait mieux, la fièvre était tombée, son visage avait repris des couleurs, et surtout, ses épaules semblaient moins lourdes. Ce soir-là, elle portait la robe qu'elle avait achetée pour leur premier rendez-vous, celle qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de montrer. Emma tournait autour d'elle, excitée, rappelant chaque minute à sa mère qu'elle devait respirer et sourire. Nathaniel arriva à l'heure, sans chauffeur cette fois. Il voulait que cette soirée commence simplement. Ils sortirent dîner dans un endroit chaleureux, sans luxe ostentatoire, où l'on pouvait parler sans se sentir jugé. Ils parlèrent longtemps de leurs enfances, de leur mariage brisé, de cette peur commune de faire entrer quelqu'un dans une vie déjà cabossée. Nathaniel avoua combien il s'était senti vide après son divorce, combien il s'était réfugié dans le travail pour ne plus ressentir. Rebecca parla de la fatigue, de la solitude, mais aussi de la fierté d'avoir tenu bon pour sa fille. Ils prirent leur temps, pas de promesses trop grandes, juste une sincérité nouvelle, presque fragile. Les mois passèrent. Nathaniel tint parole sans jamais franchir les limites. Il aida Rebecca à obtenir un emploi stable de jour, un logement plus sûr. Il se présenta aux réunions d'école d'Emma, l'écouta parler de ses dessins, de ses rêves, sans jamais chercher à remplacer qui que ce soit. Il était là, constant, respectueux. 1 an plus tard, ils retournèrent dans ce même café de Madison Avenue. Emma, un peu plus grande, un peu moins naïve, les observait avec sérieux. Nathaniel s'agenouilla devant elle avant même de regarder Rebecca. « Emma, est-ce que tu m'autorises à continuer à prendre soin de ta maman et aussi un peu de toi ?» La fillette sourit largement. « Oui, mais seulement si tu promets de toujours dire la vérité. » Il leva alors les yeux vers Rebecca. Il n'y eut pas de grand discours, juste un regard et une question simple, chargée de tout ce qu'ils avaient traversé. Plus tard ce soir-là, alors qu'Emma dormait, Rebecca envoya un message à une autre mère célibataire de son immeuble, lui proposant de l'aide pour trouver du travail. Le cercle commençait déjà à se refermer. Parfois, la vie ne bascule pas à cause d'un miracle, mais grâce à un enfant assez courageux pour parler et à un adulte assez humain pour écouter. Et c'est ainsi, un geste après l'autre, que les cœurs se réparent. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.